de membres envoyés en prison à perpétuité, au Department of Justice, traçant une ligne rouge claire pour quiconque la franchissait. Voici 12 exécuteurs de motards, également connus sous le nom de Sergeants at Arms, dont les actions ont à jamais remodelé leur club. Numéro 1. Sonny Barger. Ralph Hubert. Barger Jr. est né à Modesto, Californie, le 8 octobre 1938. Juste après sa naissance, la vie allait se montrer cruelle avec lui. 4 mois plus tard, sa mère est partie. Elle l'a laissé avec un père alcoolique et une grand-mère pentecôtiste stricte. Barger ne revit jamais sa mère. Sans personne de réellement responsable de son éducation, Barger s'égara dans la vie. À l'âge de 10 ans, il se battait à l'école. Il agressait des enseignants. Il était fréquemment expulsé de classe en classe. Et il augmentait continuellement ses petits délits. À 16 ans, il falsifia son certificat de naissance et rejoignit l'US Army. Il y resta 14 mois jusqu'à ce que la falsification soit découverte et qu'il soit renvoyé. Errant d'un endroit à l'autre, Barger retourna à Oakland en 1956 et rejoignit les Oakland Panthers, un petit club de motards composé de vétérans. Un peu plus d'1 an plus tard, le club se dissout, puis il rencontra Don Boots Reeves. Boots semblait intéressant aux yeux de Barger, car il était un membre entièrement patché des Hells Angels MC. Désormais, Barger avait une nouvelle mission dans la vie, créer un chapitre des Hells Angels à Oakland. Le 1er avril 1957, Barger et Boots fondèrent le chapitre d'Oakland des Hells Angels. Ils ne prirent même pas la peine de demander la permission aux autres chapitres californiens. Ils l'ont simplement fait. Et Oakland devint le point zéro de tout ce qui suivit. Barger avait une vision, une organisation plutôt qu'un simple club de motards. Il se mit donc au travail. En 1966, il incorpora les Hells Angels, déposa des documents officiels, créa des statuts, établit une hiérarchie avec des présidents, des vice-présidents et des exécuteurs. Il transforma une collection lâche de clubs de motards californiens en une entité structurée, avec des chapitres à travers tout le pays. Cela est également confirmé par Hunter S. Thompson, qui passa une année avec les Oakland Angels au milieu des années 1960. Il qualifia Barger de « maximum leader » et écrivit qu'il possédait une sorte de ruse animale sauvage. Thompson déclara aussi que Barger était l'un des hommes les plus intimidants qu'il ait jamais rencontrés. Mais le véritable génie de Barger n'était pas l'intimidation. C'était le franchisage. Il créa un modèle dans lequel les chapitres fonctionnaient de manière autonome, tout en restant unifiés sous le club mère d'Oakland. Les nouveaux chapitres avaient eux besoin d'une approbation. Le logo Death Head était contrôlé. Tout le monde portait les mêmes écussons. Dans les années 1970, les Hells Angels s'étaient étendus à l'international. Cela attira également l'attention des forces de l'ordre. 13 juin 1979, Barger et 32 autres Angels furent inculpés en vertu des lois RICO. L'acte d'accusation incluait le trafic de drogue, le racket et la conspiration. Les fédéraux firent intervenir 200 agents de la DEA et de la TF pour les arrestations. Barger prouva qu'il était aussi un génie dans la salle d'audience et battit les accusations RICO. Il fut acquitté de meurtre et de racket. Mais en 1974, il fut condamné pour trafic d'héroïne et purgea 4 ans de prison. En 1988, il fut de nouveau condamné pour conspiration visant à faire exploser le Clubhouse des Outlaws à Louisville, Kentucky. L'affaire du bombardement impliquait un informateur du FBI, nommé Tony Tatterhead Tate, qui se trouvait être un sergent at arms du chapitre d'Anchorage. Tate enregistra Barger lors de réunions du club, effectua des achats documentés d'armes à feu et d'explosifs, et infiltra les plus hauts niveaux de l'organisation. La chose étrange, c'est que Barger lui-même promut Tate. Il dit à Tate qu'il représentait le Hells Angel des années 90. Soigné, éloquent, compétent.
Cette promotion donna à Tate accès à tout. Mais même avec le témoignage de Tate, Barger ne purgea que 3 ans. Il fut libéré en 1992 et retourna à Oakland pour une fête de bienvenue où Johnny Paycheck se produisit. Barger se battit bien partout où il alla, mais en 1982, on lui diagnostiqua un cancer de la gorge. Ses cordes vocales furent retirées. Pour le reste de sa vie, il respira à travers une valve en plastique dans son cou et la couvrait pour parler d'une voix rauque et chuchotée. Il quitta son poste de président en 1998 en raison de problèmes de santé. Le 29 juin 2022, Barger mourut à l'âge de 83 ans d'un cancer du foie. Ses funérailles attirèrent 7000 personnes au Stockton 99 Speedway. Barger avait purgé un total de 13 années de prison, mais il avait construit quelque chose qui lui survécut. Grâce à Barger, les Hells Angels devinrent le club de motards hors la loi le plus reconnu au monde. Ils s'étendirent à plus de 30 pays. Et tout commença avec un seul homme qui comprit que l'exécution ne concernait pas la force brute. Il s'agissait de structure. Numéro 2. Walter Stadnick. Walter Stadnick rejoignit les Hells Angels en tant que prospect à Montréal en 1982. Il était parrainé par Yves Apache Buteau, président du chapitre de Laval. Stadnick passa des années comme prospect à faire des courses, garder des clubhouses, prouver sa loyauté. Finalement, en 1984, il fut patché. À ce moment-là, les choses avaient radicalement changé. Le Canada était en pleine guerre de motards. Les Hells Angels et les Outlaws se battaient depuis 1977. Fusillade à Montréal. Bombardement en Ontario. Là, Stadnick vit une opportunité. Jusqu'à présent, les Hells Angels avaient des chapitres au Québec et en Colombie-Britannique. Mais l'Ontario, la province la plus peuplée du Canada, restait fragmentée. Des dizaines de petits clubs s'y disputaient le territoire. Stadnick eut une idée unique. Unir les plus petits clubs sous la bannière des Angels. Mais il ne voulait pas d'une autre guerre. Il utilisa donc la diplomatie. Il parcourut l'Ontario, rencontrant des présidents de clubs, les convainquant avec des avantages tels que l'accès au réseau de drogue des Angels, la protection contre les rivaux, le partage de renseignements. En conséquence, certains clubs rejoignirent volontairement, d'autres non. À peu près au même moment au Québec, les Angels combattaient la Rock Machine, un club rival qui refusait de se soumettre. Entre 1994 et 2002, la guerre des motards du Québec tua 162 personnes. Stadnick se rendait à Montréal au moins une fois par mois pendant la guerre. Il séjournait dans le clubhouse lourdement fortifié de Sorel, paranoïaque à l'idée d'être assassiné. Mais pendant que le Québec brûlait, Stadnick se concentra sur l'Ontario. Il créa des clubs marionnettes, des gangs plus petits qui faisaient le sale travail des Angels sans porter l'écusson. Cela incluait les Rockers à Montréal, les Redliners à Winnipeg et bien d'autres. Cette stratégie rendait presque impossible de relier Stadnick à des crimes spécifiques. Mais l'événement le plus marquant eut lieu le 29 décembre 2000. Près de 200 motards de plusieurs clubs ontariens passèrent officiellement sous les couleurs en une seule nuit. Les Paradise Riders, les Spartans, des clubs plus petits à travers la province. En l'espace de quelques mois, les Hells Angels passèrent d'une poignée de chapitres canadiens à plus de 30 à l'échelle nationale. Stadnick avait accompli ce qui semblait impossible, mais les forces de l'ordre surveillaient. Début 2001, la Royal Canadian Mounted Police, la RCMP, lança l'opération Printemps, une vaste opération coordonnée impliquant plusieurs agences. Ils utilisèrent des écoutes téléphoniques, la surveillance et des informateurs pour monter des dossiers contre la direction des Angels. Le 28 mars 2001, plus de 2000 agents perquisitionnèrent des clubhouses à travers le Québec et l'Ontario. Ils arrêtèrent 122 personnes, dont Stadnick. Il fut accusé de 13 chefs de meurtre au premier degré et de complot en vue de tuer. Stadnick se montra tout aussi habile devant les tribunaux. Il battit les accusations de meurtre. Mais à sa malchance, il fut reconnu coupable de gangstérisme et de complot de racket
en 2004, est condamné à 20 ans de prison. Stadnik bâtit un empire grâce à la stratégie et non à la violence. Mais cet empire attira tellement l'attention que les forces de l'ordre n'eurent d'autre choix que de le démanteler. Numéro 3. Harry Taco Bowman. Harry Joseph Bowman est né le 17 juillet 1949 à Marysville, Michigan. Il a grandi dans une ferme à Sinclair Township et est diplômé du Port Huron Catholic High School. Les enseignants se souvenaient de lui comme étant dur mais amical. Son surnom, Taco, venait de son teint foncé. Les gens pensaient qu'il avait l'air hispanique. Dans les années 1960, Bowman rejoignit le club de motards Devil's Disciples avant de finalement passer chez les Outlaws. En 1984, il devint président international des Outlaws. Les Outlaws étaient l'un des plus anciens clubs de motards en Amérique, fondé en 1935 à l'extérieur de Chicago. Ils avaient eu des chapitres dans plus de 30 villes américaines et au moins 20 chapitres dans 4 autres pays. Bowman choisit Détroit comme quartier général. Il y transféra le siège international et dirigea les affaires depuis le clubhouse lourdement fortifié de Warren Avenue. Mais à première vue, Bowman ne ressemblait pas à un motard stéréotypé. Il gardait les cheveux soigneusement coupés, restait rasé de près et portait des costumes coûteux. Il vivait à Grosse Pointe Farms, une banlieue aisée de Détroit, avec sa femme et ses 3 filles. Il envoyait ses enfants dans des écoles privées. Il conduisait une Cadillac blindée et se déplaçait avec des gardes du corps armé. Au début des années 1990, les Outlaws intensifièrent leur guerre contre des clubs rivaux. Bowman ordonna une série d'attaques que les forces de l'ordre décrivirent comme des actes de violence audacieux. La plus marquante eut lieu le 21 février 1991. Le président du chapitre des Warlocks de New Smyrna Beach, Raymond Bear Chaffin, fut abattu de 4 balles dans le cou et la tête alors qu'il travaillait sur sa Harley dans son garage. Sa fille découvrit son corps en rentrant de l'école. Les Warlocks s'étaient alliés aux Hells Angels en Floride. Bowman avait personnellement ordonné l'exécution. La rivalité ne s'arrêta pas là, car il semblait que tuer le président du chapitre ne suffisait pas. En 1994, le clubhouse des Warlocks à Orlando fut bombardé par les Outlaws. En 1995, le membre des Outlaws, Donald Fogg, fut retrouvé mort dans la neige. Fogg avait été abattu d'une balle dans la tête dans un champ près d'un clubhouse des Outlaws. Il semblait que les rivaux aient enfin riposté, mais à la surprise générale, Fogg avait été tué sur ordre de Bowman, car Bowman pensait que Fogg était un indique. Bowman reconnut plus tard que Fogg était bien l'indique qu'il avait ciblé. Fogg, en réalité, parlait à la police. Bientôt, Bowman se retrouva dans le viseur des forces de l'ordre. En août 1997, Bowman fut inculpé à Tampa, en Floride, de 10 chefs d'accusation fédéraux, notamment complot RICO, 3 meurtres, des attentats à la bombe, trafic de drogue, extorsion et infractions liées aux armes. Le FBI se rendit à la résidence de Bowman pour lui signifier l'acte d'accusation, mais à la surprise de tous, il avait disparu. Pendant les 18 mois suivants, il resta introuvable. Bowman se déplaçait entre des planques à travers le pays. Les chapitres des Outlaws le cachaient. Ses contacts au sein de la mafia de Détroit lui apportaient un soutien. Le 14 mars 1998, Bowman fut ajouté à la liste des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI en tant que fugitif numéro 453. La récompense pour sa capture était de $50 000. Il fut présenté dans America's Most Wanted. Malgré sa notoriété dans les cercles de motards, jusque-là, Bowman était resté discret auprès du grand public. Désormais, son visage se trouvait dans tous les bureaux de poste d'Amérique. Mais le destin le rattrapa le 7 juin 1999, lorsque Bowman rendit visite à sa famille à Sterling Heights, Michigan. Le FBI l'attendait. Il fut arrêté sans incident. Son procès débuta en 2001. Bowman comparaissait à Tampa.
L'accusation présenta des preuves accablantes. Écoute. Téléphonique. Témoignage de l'ancien vice-président des Outlaws Wayne, Joe Black, Hicks, et documents saisis dans les clubhouses. Bowman fut reconnu coupable de racket, de complot en vue de commettre des meurtres, de trafic de drogue et d'infractions liées aux armes à feu. Il fut condamné à la prison à vie. Le 3 mars 2019, Bowman mourut en détention fédérale à l'âge de 69 ans. Il avait servi 13 ans en tant que président international et avait bâti les Outlaws, en l'un des clubs les plus redoutés d'Amérique. Mais son règne de violence attira une telle pression qu'il finit par détruire la direction de l'organisation. Numéro 4. John Satan. Marron. C'était à la fin des années 1960 lorsque le Pagan Motorcycle Club commença à s'étendre vers le nord, au centre de la Pennsylvanie. Là-bas, ils rencontrèrent un problème. Un rival les attendait déjà. C'était les Sons of Satan, un club local comptant plus de 100 membres qui contrôlait le territoire. La plupart des clubs seraient entrés en guerre, auraient combattu pour la domination, auraient laissé les corps s'accumuler jusqu'à ce qu'un camp abandonne. Mais le président des Pagans, Fred Dutch Burhans, adopta une approche différente. Il rencontra le président des Sons of Satan, John Marron. Ils devinrent amis. Et Marron prit une décision qui changea les deux clubs à jamais. Il passa chez les Pagans, emmena avec lui plusieurs membres clés. Les membres restants des Sons of Satan furent autorisés à continuer à opérer en tant que club de soutien sous la supervision des Pagans. Cette décision s'avéra encore plus bénéfique pour Marron. En quelques années, il devint président national et les Pagans explosèrent. Sous la direction de Marron, le club passa de moins de 50 membres à près de 5000 au milieu des années 1970. Ils s'étendirent sur de nouveaux territoires qui comprenaient la région médio-atlantique, Pennsylvanie, Maryland, New Jersey, New York. En plus de l'expansion, les Pagans adoptèrent également une constitution formelle. Ils formèrent un conseil dirigeant composé de 13 membres. Ils versaient à leur président national $100 000 par an, un salaire intentionnellement fixé au même niveau que celui du président des États-Unis. Ils appelaient cela une preuve de classe. Mais les Pagans de Marron n'étaient plus élégants. Ils développèrent rapidement des liens avec le crime organisé, en particulier les familles de la Cosa Nostra, à Philadelphie, Pittsburgh et New York. Ils commencèrent à trafiquer de la drogue à grande échelle. Ils géraient également des réseaux d'extorsion et de prostitution. En peu de temps, les Pagans devinrent connus pour une violence extrême. Ils s'acharnèrent également sur leurs rivaux. L'ampleur de la violence peut être jugée par des événements du milieu des années 1970, lorsque Marron fut impliqué dans des mutilations et des meurtres de membres de gangs rivaux. Finalement, les autorités finirent par le rattraper. Il fut poursuivi pour l'homicide d'un chef de gang rival. Il fut condamné à une peine de prison. Les détails de sa situation actuelle restent flous, car les archives indiquant s'il est vivant, mort, libre ou toujours incarcéré ne sont pas accessibles au public. L'emprisonnement de Marron ne détruisit pas les Pagans. La structure qu'il avait bâtie était trop solide. Le club continua de s'étendre. Aujourd'hui, les Sons of Satan opèrent toujours comme club de soutien des Pagans. Ils portent un écusson P au lieu du losange traditionnel 1%, symbole de leur loyauté envers le club. Numéro 5. George Wegers. George Wegers possédait un magasin Harley-Davidson et était un homme d'affaires. Il était membre de longue date des Bandidos depuis 31 ans, lorsqu'il devint président international des Bandidos en 1998. Sous sa direction, les Bandidos s'étendirent à 170 chapitres dans 14 pays, avec 2400 membres. Et les forces de l'ordre le remarquèrent. En quelques années de son leadership, les Bandidos se retrouvèrent dans le viseur des forces de l'ordre. Après 2 ans d'enquête, en juin 2005, des agents fédéraux arrêtèrent Wegers ainsi que 25 autres membres et associés des Bandidos. Ils exécutèrent 19 mandats de perquisition. Ils trouvèrent des armes de poing et des couteaux dans des propriétés appartenant à Wegers.
Il fut inculpé pour complot RICO, complot en vue de commettre un meurtre, subornation de témoins, trafic de drogue, extorsion et infractions liées aux armes. Weigers risquait la prison à vie, mais il négocia avec les autorités pour obtenir des peines plus légères. En mai 2006, Weigers plaida coupable d'un chef de complot en vue de se livrer au racket. Dans son accord de plaidoyer, il admit avoir encouragé des co-accusés à manipuler des témoins. L'accord permit au gouvernement d'éviter un procès coûteux. En octobre 2006, Weigers fut condamné à 20 mois de prison, 3 ans de liberté surveillée et une amende de $10 000. Il avait déjà purgé 15 mois depuis son arrestation. L'accord de plaidoyer lui permettait d'assister à des événements des Bandidos après sa libération. Mais il ne pouvait ni vivre ni travailler dans le comté de Whatcom, ni s'associer à des co-accusés. Au tribunal, Weigers s'adressa au juge, ses longs cheveux gris attachés en queue de cheval. « Je suis très fier d'être le président du Bandidos Motorcycle Club », déclara-t-il. « J'en suis membre depuis 31 ans. » Mais il rejeta les affirmations du gouvernement selon lesquelles les Bandidos seraient une organisation criminelle. Son avocat soutint que Weigers avait tenté de transformer les Bandidos en un club d'ouvriers. Les procureurs n'étaient pas d'accord. Après sa libération, Weigers retourna chez les Bandidos. Mais en 2010, il subit des blessures à la colonne vertébrale lors d'un accident de moto. Et sa carrière avec les Bandidos prit fin également à ce moment-là, car son successeur allait retourner la situation contre lui. Jeffrey Pike, le nouveau président national, révoqua les écussons de Weigers, alléguant que Weigers était apparu dans un documentaire sur le club. Le message de Pike était clair. « Nous ne faisons pas d'interview, nous ne faisons pas de télévision. » Weigers était dehors. Les Bandidos avaient un nouveau leader. Numéro 6. Jeffrey Pike. Jeffrey Pike devint président international des Bandidos en 2006. Il était soigné et parlait doucement, et il avait l'apparence d'un comptable. Mais la philosophie du pouvoir de Pike était différente. Vous n'avez pas besoin d'être le gars le plus violent dans la pièce. Vous devez simplement être prêt à ordonner la violence. Et il fit exactement cela le 18 mars 2006. Un Hells Angel rival, Anthony Benesch, fut abattu devant un restaurant d'Austin. Benesch avait tenté de lancer un chapitre texan des Hells Angels. Les Bandidos l'avaient averti d'arrêter, mais il les ignora. Alors Pike ordonna l'exécution. Le meurtre envoya un message aux rivaux. Le Texas appartenait aux Bandidos, et quiconque défierait leur autorité subirait le même sort. En 2013, Pike promut un membre du club, John Xavier Portillo, au poste de vice-président national. Portillo était différent de Pike, car il croyait à l'action directe plutôt qu'au simple fait de donner des ordres. C'était le genre d'exécuteur qui appuyait lui-même sur la gâchette. Ensemble, ils déclarèrent la guerre à un rival, le Cossacks MC. Les Cossacks étaient un petit club de motards basé au Texas. Avec l'approbation de Pike et de Portillo, des Bandidos à travers le Texas commirent des attaques violentes à Fort Worth, Gordon, Odessa, Port Aransas et Crystal City. La guerre culmina le 17 mai 2015 dans un restaurant, Twin Peaks à Waco, où 9 motards furent tués lors de la fusillade. La plupart appartenaient aux Cossacks. Au moins 20 personnes furent blessées. Bientôt, les autorités lancèrent une vaste répression contre les motards et arrêtèrent 200 individus. Pike et Portillo n'étaient pas sur les lieux, mais les forces de l'ordre commencèrent à monter un dossier contre eux. Finalement, le 6 janvier 2016, des agents fédéraux perquisitionnèrent le domicile de Pike près de Conroe et celui de Portillo à San Antonio. Tous deux furent arrêtés pour des accusations RICO. L'acte d'accusation comprenait complot en vue de se livrer au racket, meurtre en vue de favoriser le racket, trafic de drogue et extorsion. Les procureurs présentèrent des preuves reliant Pike et Portillo au meurtre de Benesch et aux attaques contre les Cossacks. Après un procès de 3 mois, le 17 mai 2018, le jury déclara Pike et Portillo coupables des 13 chefs d'accusation. Leur sort fut rapidement scellé. Le 24 septembre 2018,
Portillo fut condamné à 2 peines de prison à perpétuité consécutive, plus 20 ans. 2 jours plus tard, le 26 septembre 2018, Pike fut condamné à la prison à vie, plus 10 ans. Pike avait dirigé les Bandidos pendant plus d'1 décennie. Il les avait transformés en la mafia sur 2 roues. Mais ses méthodes étaient trop brutales, la violence trop publique. Et cela attira tout le poids du gouvernement fédéral sur le club. Numéro 7. Ruben Doc Cavazos. Les motards viennent de professions différentes. Certains sont propriétaires de magasins, mécaniciens, mais on en voit peu issus du secteur de la santé. Ruben Cavazos était différent. Il est né dans le nord-est de Los Angeles en 1956. Il devint technicien en radiologie agréé et travailla comme technicien de scanner CAT au USC Medical Center. Malgré sa profession médicale, il rejoignit un gang de rue hispanique nommé les Avenues. En raison de sa profession, ses camarades de gang l'appelèrent Doc. Finalement, Cavazos quitta les Avenues et devint prospect chez les Mongols. Il gravit rapidement les échelons et devint président international en 2005. Cavazos avait une vision pour transformer les Mongols. Il recruta massivement parmi son ancien gang de rue, les Avenues, ainsi que d'autres comme 18e Street et MS-13. Il fit entrer des membres qui n'avaient jamais possédé de moto. La stratégie fonctionna. Les Mongols se développèrent rapidement, mais cela créa des problèmes. Beaucoup des nouvelles recrues étaient d'abord des criminels, ensuite des motards, et cela attira l'attention des forces de l'ordre. Les nouveaux membres ne s'intégraient pas correctement. Ils ne respectaient pas les protocoles traditionnels des motards. Les autorités travaillaient déjà sur l'opération Black Rain pour stopper la violence des gangs de rue. Le 21 octobre 2008, des agents fédéraux arrêtèrent Cavazos ainsi que 79 autres, membres des Mongols dans le cadre de l'opération Black Rain. L'acte d'accusation comptait 177 pages. Il contenait toutes sortes de chefs d'accusation, notamment la torture, le trafic de drogue et la fraude à la carte de crédit. Les procureurs alléguaient que Cavazos avait négocié des accords avec la Mexican Mafia concernant des paiements liés à la drogue. L'issue possible était la prison à vie. Cavazos n'avait que très peu d'options restantes. En janvier 2009, 3 mois après son arrestation, Cavazos plaida coupable d'un chef de complot de racket. Il fut l'un des premiers à plaider coupable. Les détails de son accord de plaidoyer furent placés sous scellé. Son audience de condamnation se déroula à huis clos. Même des experts juridiques déclarèrent que c'était très inhabituel. Le 8 septembre 2011, lors d'une audience secrète, il fut condamné à 14 ans de prison. Son fils et son frère, qui étaient eux aussi membres des Mongols, reçurent des peines plus légères. Le secret alimenta les spéculations. Beaucoup pensaient que Cavazos avait coopéré avec les autorités, qu'il avait livré d'autres Mongols pour se sauver lui-même. Le club avait déjà pris une décision avant même l'annonce de la sentence. Le 30 août 2008, les Mongols avaient déjà voté l'exclusion de Cavazos du club. Son fils et son frère furent également expulsés. Il y eut des rumeurs selon lesquelles il était une balance. Cela est également évident sur le site des Mongols, qui répertorie Cavazos dans la catégorie « Out Bad », une catégorie spéciale réservée aux membres expulsés. Dans le monde des motards, il n'existe pas de pire étiquette que celle d'informateur. Cavazos fut libéré de prison et vit actuellement en dehors du monde des motards. Il maintient qu'il n'a jamais coopéré avec les autorités, bien que la nature scellée de sa procédure et sa peine réduite continuent d'alimenter les spéculations dans la communauté des clubs de motards. Cavazos publia également une autobiographie en 2008 intitulée « Honor Few, Fear None ». Le titre devint une amère ironie, car lorsque cela comptait le plus, Cavazos n'honora personne d'autre que lui-même. Numéro 8. Tony Tate. Anthony Tate était videur dans des clubs de striptease à Anchorage, en Alaska. Il travaillait à l'entrée et était responsable du maintien de l'ordre. Ce poste lui permit de se lier d'amitié avec les Hells Angels locaux qui fréquentaient souvent les clubs. Il avait un emploi stable et aucune intention de rejoindre un club de motards, mais en 1983,
À la suite d'un différend avec 2 policiers, Tate rejoignit le chapitre d'Entourage des Hells Angels. Mais la relation de Tate avec la police n'était pas nouvelle. Il travaillait déjà comme informateur à temps partiel pour le département de police d'Entourage. Il fut même promu comme informateur. Les policiers avec lesquels il coopérait avaient peu d'expérience dans la gestion des informateurs. Alors ils le confièrent au FBI. L'agent du FBI, Tim McKinley, vit du potentiel chez Tate. Il avait déjà fait du trafic de drogue. Il avait l'apparence et le comportement du parfait biker, hors la loi. McKinley transforma Tate en ce qu'il appelait une plateforme électronique ambulante. Tate portait 2 micros à chaque réunion, l'un servant de secours en cas de panne de batterie. Il avait un dispositif d'écoute dans son pager. Il enregistrait tout. Maintenant que Tate était entièrement équipé, le FBI lança l'opération appelée Opération Cacus. Elle dura de 1984 à 1987. McKinley garda l'équipe réduite, 8 agents du FBI et 2 agents de l'ATF, car des enquêtes précédentes avaient été compromises par la corruption. Mais les Hells Angels avaient déjà une longueur d'avance sur les forces de l'ordre. Ils savaient toujours quand ils étaient sous surveillance. Ils déplaçaient les laboratoires de méthamphétamine juste avant les descentes. L'agent McKinley croyait que quelqu'un au sein des forces de l'ordre leur fournissait des informations. Tate se fit passer pour un trafiquant de drogue auprès des Hells Angels, ce qui lui permit de gravir rapidement les échelons. Il devint sergent d'armes du chapitre d'Encourage. Puis Sonny Barger le promut sergent d'armes pour tous les chapitres de la côte ouest. Barger écrivit plus tard à propos de Tate. « À voir la façon dont il dépensait son argent, j'ai supposé qu'il trafiquait de la drogue ou quelque chose comme ça. » Tate rencontra Barger à de nombreuses reprises. Il visita presque chaque chapitre des Hells Angels dans le monde. Tate était payé par le FBI, qui lui versait 4 000 $ par mois. Le 17 août 1986, Tate comprit quelque chose. Tate assista à une réunion au Clubhouse d'Oakland. Sonny Barger lui montra des dossiers contenant des numéros d'identification et les adresses personnelles des dirigeants des Outlaws. Mais l'origine des dossiers rendait la situation étrange. Les dossiers provenaient du El Paso Information Center, une base de données des forces de l'ordre. Seuls les policiers étaient censés y avoir accès. Avec les informations fournies par quelqu'un au sein de la police, les Hells Angels établissaient des cibles dans les gangs rivaux. Avant que les Hells Angels ne puissent s'en prendre aux Outlaws, le 10 novembre 1987, le FBI mena des raids coordonnés à travers l'Alaska, la Californie et 4 autres États. 38 membres des Hells Angels furent arrêtés pour des accusations liées aux stupéfiants, aux armes, aux explosifs et à la conspiration. Pendant Opération Cacus, Tate et des agents infiltrés avaient acheté environ 1,6 million de dollars de cocaïne et de méthamphétamine, plus de 20 livres d'explosifs, 3 armes automatiques et 2 silencieux auprès des Hells Angels. Les Angels surent alors qui parmi eux avait été compromis. Ils mirent immédiatement une prime d'1 million de dollars sur la tête de Tate. Pour sa sécurité, Tate dut disparaître dans le programme de protection des témoins. Des années plus tard, il apparut dans des documentaires sur le club, utilisant toujours l'alias Tony Truth. Il défendit ses actions, affirmant avoir fait ce qui était nécessaire. Mais dans le monde des bikers, il n'y a aucune rédemption pour les informateurs. Le témoignage de Tate mena à des condamnations dans plusieurs États. Mais Sonny Barger se défendit également efficacement devant le tribunal. Il échappa à la plupart des accusations. En 1988, Barger fut condamné uniquement pour conspiration visant à violer les lois sur les armes à feu et les explosifs dans le cadre du complot d'attentat de Louisville. Il purgea 3 ans et demi de prison. Jusqu'alors, le gouvernement avait versé à Tate 300 000 $ sur 3 ans pour construire un dossier complexe contre Sonny Barger. Mais Barger s'en sortit tout de même avec une peine minimale. Numéro 9. Milwaukee Jack. Rosga. Dans les années 2010, les Outlaws s'étaient reconstruits. Harry Taco Bowman était mort. L'ancienne garde avait disparu. Une nouvelle génération prit le relais.
Jack Rosga, connu sous le nom de Milwaukee Jack, devint le chef national. Il représentait une autre époque du leadership hors la loi, moins flamboyant que Bowman, plus prudent, mais tout aussi dangereux. Rosga comprenait que les forces de l'ordre avaient évolué. Les lois RICO avaient détruit les générations précédentes de dirigeants du club. Les écoutes téléphoniques étaient partout. Les informateurs étaient courants. Rosga opérait donc avec prudence. Il s'isolait des activités criminelles directes. Il communiquait par intermédiaire. Il évitait les erreurs qui avaient placé Bowman sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. Mais prudent ne signifie pas innocent. Sous la direction de Rosga, les Outlaws poursuivirent leurs opérations. Trafic de drogue, commerce d'armes, application violente du contrôle territorial, mais avec une touche d'intelligence stratégique. Mais cela ne découragea pas les enquêteurs en Virginie. Ils construisaient un dossier depuis des années. Ils utilisèrent les mêmes outils qui avaient fait tomber les générations précédentes. Écoute téléphonique, surveillance, informateurs confidentiels. Ils documentèrent des réunions, enregistrèrent des conversations, construisirent une carte du réseau de commandement des Outlaws. L'acte d'accusation tomba sévèrement. Rosga et 22 autres membres des Outlaws furent inculpés pour racket, enlèvement et tentative de meurtre. Rosga fut reconnu coupable et condamné à une peine de prison fédérale. Sa condamnation marqua un nouveau coup important porté à la direction nationale des Outlaws, poursuivant le schéma d'officiers de haut rang systématiquement écartés par les poursuites fédérales. L'affaire montra que même avec une approche plus prudente, la nouvelle génération d'exécutants faisait face aux mêmes problèmes que l'ancienne. Les forces fédérales disposèrent de ressources et d'une patience illimitée. Elles observaient, attendaient, construisaient des dossiers pendant des années, et finalement, elles frappaient. L'inculpation de Rosga envoya un message aux autres clubs. L'ère du leadership public et très médiatisé était terminée. Le FBI avait appris à démanteler ces organisations de manière systématique. Ils n'avaient pas besoin de prendre les dirigeants en flagrant délit. Ils avaient seulement besoin de prouver que l'organisation était une entreprise criminelle et que le dirigeant la dirigeait. Numéro 10. Ronald Waite. Certains exécutants comprenaient le pouvoir à travers l'organisation, d'autres à travers la stratégie. Ron Gutt. Waite le comprenait à travers une brutalité pure et sans filtre. Il était un membre des Hells Angels qui croyait fermement en la violence, et il la parlait couramment. Et bientôt, il allait le prouver. En 1998, 2 membres du Outcasts Motorcycle Club ont commis une erreur critique. Ils ont manqué de respect aux Hells Angels. Les détails de l'offense n'ont pas d'importance. Dans le monde des bikers, le manque de respect suffit à lui seul. Ce qui s'est passé ensuite est devenu l'un des actes de violence les plus notoires de l'histoire des bikers. Ron et d'autres membres des Hells Angels ont attiré les 2 outcasts vers un endroit où ils seraient vulnérables. Ce qui a suivi n'était pas seulement un meurtre, c'était un rituel. Les victimes ont été tuées avec des haches et des barres métalliques. Les meurtres avaient un objectif précis. Ils étaient destinés à être découverts. C'était un message adressé aux autres clubs sur ce qui arrive lorsqu'on s'oppose aux Hells Angels. Mais les forces de l'ordre ont poursuivi Ron pour ces meurtres et il a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie. La nature rituelle des tueries suggérait une planification et une coordination. L'affaire est devenue une référence dans les poursuites fédérales. Les procureurs l'ont cité comme preuve de la volonté des Hells Angels de commettre une violence extrême. Les avocats de la défense ont tenté d'en éloigner leurs clients, affirmant que Waite était une aberration. Mais la vérité était plus complexe. Waite était un exécutant qui a poussé ce rôle à sa conclusion la plus extrême. Numéro 11, Christopher Dirty Cosimano et Michael Pumpkin. Mencher. C'était en décembre 2017. Paul Anderson, président du chapitre Cross Bayou des Outlaws, voyageait dans son camion. Il faisait partie du club depuis des années. Il connaissait les risques. Mais il ne savait pas qu'il était suivi par des membres du gang rival 69 AA.
2 membres des 69 AR, Christopher Dirty Cosimano et Michael Pumpkin Mencher, traquaient Anderson. Cosimano et Mencher roulaient à moto avec le visage couvert et les plaques d'immatriculation dissimulées. Après avoir suivi Anderson sur des kilomètres, Cosimano et Mencher se sont placés à côté de son camion et lui ont tiré dessus à plusieurs reprises à l'intersection très fréquentée de Suncoast Parkway et State Road 54 pendant l'heure de pointe. La méthode était une exécution de type assassinat. Aucun rituel, aucun message, juste une élimination. C'était l'aboutissement d'une campagne de violence de plusieurs mois qui avait commencé par le passage à tabac de 269R et le vol de leurs précieux gilets de biker. Cosimano et Mencher ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré. Les procureurs ont présenté des preuves de planification, de coordination et d'exécution. Les 2 hommes ont été déclarés coupables lors d'un procès centré sur l'assassinat de décembre 2017 de Paul Anderson, président du chapitre du comté de Pasco du Rival Outlaws Motorcycle Club. L'histoire de la rivalité et des affaires criminelles qui ont suivi contre 569 ARs a été largement racontée. Ce qui distinguait Cosimano et Mencher des générations précédentes n'était pas leur volonté de tuer. C'était leur volonté d'éliminer leurs rivaux en plein jour, montrant que la violence biker moderne était devenue plus audacieuse et plus publique que jamais auparavant. Numéro 12, Dennis Rooster Katona. Le Pagan Motorcycle Club avait maintenu une emprise étouffante sur la côte Est pendant des décennies. Après que John Satan Marron soit allé en prison, le club a continué de croître. Ils ont mené des guerres contre les Hells Angels. Ils ont entretenu des relations avec des familles et du crime organisé. Ils ont étendu leurs opérations de trafic de drogue. Dennis Rooster Katona a gravi les échelons des Pagans pour devenir président national. Il a hérité d'une organisation puissante, mais de plus en plus sous surveillance fédérale. Les forces de l'ordre avaient appris de leurs erreurs passées. Elles avaient développé de nouveaux outils pour démanteler les clubs hors la loi. Et les Pagans étaient une cible prioritaire. Katona représentait le défi auquel sont confrontés tous les présidents modernes de clubs. Comment maintenir une organisation criminelle à une époque de surveillance avancée, de poursuites agressives et de coopération généralisée des informateurs? L'ancien modèle, où les clubs opéraient semi-ouvertement et où les forces de l'ordre les traitaient comme des nuisances plutôt que comme des syndicats du crime organisé, avait disparu. Sous la direction de Katona, les Pagans se sont adaptés. Ils ont compartimenté les opérations. Ils ont utilisé le chiffrement. Ils ont limité ce qui était discuté lors des réunions officielles. Mais les enquêteurs fédéraux étaient patients. Ils ont utilisé des écoutes téléphoniques pour capturer des conversations. Ils ont retourné des membres confrontés à de longues peines. Ils ont construit des dossiers RICO capables de faire tomber des structures entières de direction. L'acte d'accusation comprenait des chefs d'inculpation pour racket, les mêmes accusations qui avaient détruit les directions des Hells Angels, Outlaws et Bandidos. Les procureurs ont allégué que Katona avait dirigé des activités criminelles incluant le trafic de drogue, des agressions et de l'extorsion, qu'il avait utilisé sa position de président national pour coordonner des crimes à travers plusieurs États. Katona a été arrêté et reconnu coupable. Sa condamnation était importante non pas en raison de sa brutalité ou de son innovation, mais parce qu'elle représentait le démantèlement systématique du leadership biker de la côte Est. Les Pagans avaient été l'un des derniers grands clubs à éviter des poursuites fédérales contre leur direction principale. La condamnation de Katona a montré qu'aucun club n'était à l'abri. L'affaire a révélé l'évolution de la stratégie fédérale. Plutôt que de cibler des crimes individuels, les procureurs se sont concentrés sur la structure organisationnelle. Ils ont soutenu que les clubs eux-mêmes étaient des entreprises criminelles, que détenir une position de direction vous rendait responsable des crimes commis par les membres, même sans participation directe. Cette approche rendait le fait d'être président ou officier national extraordinairement risqué. La condamnation de Katona a provoqué une onde de choc au sein des Pagans. Comme d'autres clubs avant eux, ils ont été confrontés à un choix, se dissoudre, entrer dans la clandestinité ou continuer à opérer en sachant que les poursuites fédérales étaient inévitables. La plupart ont choisi de continuer.
Parce que pour les véritables exécutants, le risque faisait partie de l'attrait. Ces 12 hommes ont transformé une simple position en quelque chose de totalement différent. Ils ne se sont pas contentés de faire respecter des règles. Ils ont bâti des empires. Mais chacun d'eux en a payé le prix. Prison, mort, exil, trahison. Et si vous pensez tout savoir sur le fonctionnement de ces clubs, vous pourriez vous tromper. Il existe des secrets sur les clubs de bikers que même les fans les plus passionnés ignorent. Nous les avons tous abordés dans une autre vidéo. Cliquez sur la prochaine vidéo pour voir comment cela se déroule.